La science, elle est partout, on s'y fie, souvent sans trop y penser d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'on lui accorde cette confiance, au fond? Est-ce que c'est juste une accumulation de faits, bien rangés, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué, peut-être même plus désordonné? C'est vraiment la question clé, oui. Aujourd'hui, on va essayer de plonger un peu dans la nature même de la science. Et pour ça, on s'appuie pas mal sur un livre qui fait référence, Qu'est-ce que la science d'Alan Chalmers. D'accord. C'est un peu notre fil conducteur pour explorer ce qui se trame derrière la fameuse méthode scientifique. Ok, donc le but, c'est pas de trouver la définition parfaite, si j'ai bien compris. Plutôt de voir les différentes manières de penser la science. Exactement. Comment ça marche en gros? Est-ce que ça repose vraiment que sur l'observation? Comment on construit les théories? Est-ce qu'elles sont juste testées ou est-ce que ça avance par bond, par révolution? On va essayer de décortiquer tout ça. Alors, commençons par l'idée la plus courante, quoi. Celle qu'on a un peu tous en tête. La science, ça part des faits. Hum. Des faits objectifs qu'on découvre en observant, en expérimentant. Simple, non? C'est l'image d'Épinal, oui, le scientifique objectif qui note ce qu'il voit sans a priori. Voilà. Voir, c'est savoir. Mais Chalmers, d'après ce que tu dis, il met un bémol direct. L'observation, ce serait pas si neutre que ça. Pas du tout même. Ce qu'on perçoit, ce qu'on voit, ça dépend énormément de notre bagage, nos connaissances, notre culture, nos attentes. L'exemple qu'il donne de l'étudiant en radiologie, Et très parlant. Ah oui. au début, l'étudiant il voit juste des zones grises, un peu floues. Et puis à force d'apprendre, d'être guidé, il commence à voir des structures, des signes, des anomalies peut-être. L'image sur sa rétine, elle n'a pas changé. Mais sa perception, oui. Il a appris à voir. C'est ça. L'observation, c'est une compétence qui s'acquiert et elle est déjà chargée de théorie en quelque sorte. Donc l'idée d'une observation pure, complètement vierge de toute théorie, ça tient pas vraiment la route en fait, hein. Ça semble difficile, oui. Et puis il y a autre chose. Les faits, ils ne nous arrivent pas sous forme de phrases, d'énoncés prêts à l'emploi. Mhm. Pour dire cette barre de cuivre s'est dilatée, il faut déjà voir les concepts de cuivre, de dilatation, un langage pour le formuler. L'énoncé d'observation dépend d'un cadre conceptuel. Ce qui remet aussi en cause l'idée que les faits viendraient avant la théorie, non? Si pour formuler un fait, il faut des concepts, qui viennent d'où? Justement, comment savoir quels faits sont pertinents à observer si on n'a pas déjà une question en tête, une hypothèse, une bribe des théories? On va pas mesurer n'importe quoi au hasard. Oui, on mesure le trou dans la couche de zone, pas la longueur moyenne des cheveux des passants dans la rue, sauf si on a une théorie très bizarre. Voilà, la recherche de faits est guidée par la connaissance qu'on a déjà. Donc cette vision simple, fait d'abord, théorie ensuite, elle est, assez irréaliste. D'accord. Observation pas neutre, dépendante de la théorie, fait formuler grâce à des concepts préexistants. Mais alors, l'expérimentation, là, on intervient, on contrôle, on force un peu la nature à répondre à nos questions, non? C'est plus solide. L'expérimentation, c'est absolument central, oui. Ça permet d'isoler des phénomènes, de créer des conditions spécifiques, d'obtenir ce qu'on appelle des faits pertinents. L'observation passive, genre regarder les feuilles tomber, ça suffit rarement pour comprendre les mécanismes fins. Donc l'expérimentation, c'est la clé. C'est une clé essentielle. Mais attention, ce n'est pas non plus une fenêtre parfaitement transparente sur la réalité. Mener une expérience fiable, ça demande un savoir-faire technique énorme, parfois une technologie de pointe. Ok. Et surtout, ça repose sur tout un tas d'autres théories. Des théories sur le fonctionnement des instruments de mesure, sur les facteurs qu'il faut absolument contrôler ou éliminer. Et toutes ces théories auxiliaires, elles peuvent être fausses ou du moins incomplètes. Ah oui, donc l'expérience elle-même, elle est dépendante de la théorie et elle peut être faillible aussi. Exactement. Chalmers prend l'exemple Hertz qui étudiait les rayons cathodiques. Ses premières manipes, avec une technologie de vide pas terrible, l'ont mené à conclure à tort que ces rayons n'étaient pas déviés par un champ électrique. Et ensuite? Ensuite, Thomson, avec une pompe à vide bien meilleure et une meilleure compréhension des phénomènes parasites, comme l'ionisation du gaz résiduel, eh bien, il a refait l'expérience et a montré le contraire. Il a pu mesurer la déviation et, paf, découverte de l'électron. Incroyable. Donc le fait expérimental a carrément changé. Oui, parce que la technologie et la compréhension théorique des conditions de l'expérience se sont améliorées. Le résultat dépend crucialement du montage expérimental qui lui-même dépend de nos connaissances. Ce qui veut dire que même cette base expérimentale, elle n'est pas gravée dans le marbre. Les faits peuvent être révisés, réinterprétés. C'est pas une base si solide qu'on l'imagine au départ.
C'est une des premières leçons importantes, je crois. L'image d'une science qui empile des faits indiscutables comme des briques, c'est vraiment une simplification. La relation entre les faits et la théorie est beaucoup plus dialectique, quoi. Ok, je vois. Si la base factuelle est plus mouvante qu'on pense, comment on fait pour construire des lois générales, des théories scientifiques? L'idée classique, c'est l'induction, non? On observe plein de signes blancs et hop, on conclut tous les signes sont blancs. C'est ça, l'approche inductiviste. Partir d'observations singulières, ce corbeau est noir, celui-là aussi, pour arriver à une loi universelle, tous les corbeaux sont noirs. Ça paraît logique, ça part du concret. Oui, ça semble naturel. Mais il y a un hic, un gros hic logique, pointé par David Hume déjà au XVIIIe siècle. Ah, le fameux problème de Hume, hein? C'est quoi exactement? C'est simple. On aura beau avoir observé des milliers, des millions de corbeaux noirs, rien ne nous garantit logiquement que le prochain corbeau qu'on croisera ne sera pas rose fluo. Mhm. Le passage d'un nombre fini d'observations, aussi grand soit-il, à un énoncé universel qui couvre tous les cas passés, présents et futurs, ce passage n'est pas une déduction logique valide. C'est un saut. Une seule observation contraire suffit à ruiner la loi universelle. Le fameux signe noir en Australie. Exactement. Donc, l'induction ne peut pas nous fournir de certitude logique. On ne peut jamais être sûr à 100% qu'une loi induite est vraie. Et puis, il y a d'autres soucis. Combien d'observations faut-il pour valider une induction? Dans quelles conditions? C'est flou. Ok, donc l'induction, comme fondement logique de la science, c'est bancal. Mais alors, comment on avance si on ne peut pas prouver les théories par l'observation? C'est là qu'arrive Karl Popper, une figure vraiment centrale du XXe siècle en philosophie des sciences. Et lui, il propose de renverser complètement la perspective. Ah, comment ça? Pour Popper, la science, elle ne fonctionne pas en cherchant à vérifier ou prouver ses théories, ce qui est logiquement impossible par induction, on vient de le voir. Non, elle fonctionne en essayant activement de les réfuter, de les falsifier. Falsifier, c'est-à-dire chercher à prouver qu'elles sont fausses. C'est ça l'idée. Les théories scientifiques, pour Popper, ce sont des conjectures audacieuses, des hypothèses qu'on invente pour tenter d'expliquer le monde. Et ce qui fait qu'une théorie est scientifique, ce n'est pas qu'on puisse la prouver vraie, mais qu'on puisse imaginer un test, une observation, une expérience qui pourrait la montrer fausse. Il y a une asymétrie de logique, c'est ça, hein? On ne peut pas prouver tous les corbeaux sont noirs de façon certaine, mais il suffit d'observer un seul corbeau non noir pour prouver que l'affirmation tous les corbeaux sont noirs est fausse. Précisément. Et c'est ça la force de la science selon Popper. Une théorie qui n'interdit rien, qui peut expliquer n'importe quoi a posteriori, n'est pas scientifique. Une vraie théorie scientifique doit être falsifiable. Elle doit prendre le risque d'être contredite par les faits. Plus une théorie est précise, audacieuse dans ses prédictions, plus elle est falsifiable. Et donc, paradoxalement, plus elle est bonne pour la science, tant qu'elle résiste aux tentatives de réfutation. Voilà. La science progresse par essai et erreur. On propose des hypothèses hardies, on les soumet à des tests impitoyables, celles qui échouent sont éliminées ou modifiées, celles qui résistent sont conservées, provisoirement, car on ne sait jamais si elles ne seront pas réfutées demain. Ça donne une image plus dynamique, c'est vrai. Une sorte de darwinisme des théories. Et ça évite le problème logique de l'induction. Oui, ça a beaucoup d'avantages. Ça colle mieux avec le fait que les théories scientifiques changent, qu'elles sont faillibles. Mais Il y a un mais, j'aurais dû m'en douter. oui, rien n'est jamais si simple. Le falsificationnisme de Popper, même s'il est très influent, a aussi ses propres difficultés. Lesquels, par exemple? Un problème majeur, c'est qu'en pratique, on ne teste jamais une théorie toute seule, isolée. Quand on fait une expérience, on utilise la théorie principale, mais aussi plein d'hypothèses auxiliaires, sur les instruments, sur les conditions initiales, sur d'autres lois physiques qu'on suppose vraies. D'accord. Alors, si le résultat de l'expérience contredit la prédiction, qu'est-ce qui est faux, la théorie principale ou une de ses hypothèses auxiliaires, ou peut-être même la description des conditions initiales? La logique seule ne nous dit pas où est l'erreur. C'est ce qu'on appelle le problème d'Uehm-Keen. Peux-tu donner un exemple concret? L'orbite d'Uranus, au XIXe siècle. Elle ne collait pas parfaitement avec les calculs faits à partir de la théorie de Newton. Donc, selon Popper, il aurait fallu rejeter la théorie de Newton? Logiquement, c'était une possibilité. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le Verrier en France et Adams en Angleterre ont eu une autre idée.
Et s'il y avait une autre planète, encore inconnue, qui perturbait l'orbite d'Uranus? Ah, ils ont modifié une hypothèse auxiliaire en fait. Il n'y a que 7 planètes dans le système solaire. Exactement. Ils ont calculé où devait se trouver cette planète hypothétique, et paf, on a pointé les télescopes et on a découvert Neptune. La théorie de Newton a été sauvée et même renforcée. Ça montre bien qu'une falsification apparente n'entraîne pas automatiquement le rejet de la théorie principale. On peut toujours essayer d'ajuster la ceinture d'hypothèses autour. Je vois. Et historiquement, est-ce que les grands scientifiques ont vraiment agi comme des falsificateurs impitoyables avec leurs propres théories dès le début? Pas vraiment, non. Chalmers et d'autres historiens des sciences soulignent que beaucoup de théories majeures, Newton, la théorie atomique de Bohr, même la théorie cinétique des gaz de Maxwell, ont rencontré des difficultés, des anomalies, des falsifications apparentes à leur début. Et pourtant, elles n'ont pas été jetées. Non, leurs promoteurs s'y sont accrochés, ils ont travaillé dessus, parfois pendant des décennies, pour résoudre les problèmes. Il y a souvent une forme de ténacité dogmatique, pour reprendre une expression que Popper lui-même a fini par utiliser, ce qui affaiblit un peu sa thèse initiale très stricte. Si on jetait les théories à la première anicroche, on n'aurait peut-être jamais développé ces grandes théories. Donc, l'idée d'une réfutation claire, nette, qui tranche et fait avancer la science à coup sûr, c'est encore une simplification, même si l'idée de testabilité reste importante. C'est ça met l'accent sur un aspect crucial, la critique, le test, mais ça ne suffit pas à décrire toute la complexité du développement scientifique. Et c'est ce qui a poussé d'autres penseurs, comme Thomas Kuhn, à adopter une perspective plus historique et sociologique. Kuhn et ses fameux paradigmes, c'est ça? Exactement. Kuhn, en regardant l'histoire des sciences, a été frappé par le fait que, la plupart du temps, les scientifiques d'une discipline donnée ne semblent pas du tout chercher à réfuter la théorie fondamentale qui guide leur travail. Au contraire, ils travaillent à l'intérieur de ce qu'il appelle un paradigme. Un paradigme, c'est quoi exactement? C'est plus qu'une théorie. Oui, c'est plus large. C'est un ensemble de suppositions théoriques fondamentales, de lois, de techniques d'expérimentation, de problèmes types et de solutions exemplaires. C'est tout un cadre de travail partagé par une communauté scientifique. Pense à la physique newtonienne pendant 2 siècles, ou à la génétique mendélienne. Et dans ce cadre, que font les scientifiques au quotidien? Ils font ce que Kuhn appelle la science normale. C'est une activité de résolution d'énigmes, puzzle solving. Le paradigme fournit les règles du jeu et les pièces du puzzle, et les scientifiques essayent de faire rentrer les pièces, d'étendre l'application du paradigme de nouveaux domaines, d'améliorer la précision des mesures. Sans remettre en cause les règles du jeu elles-mêmes. Exactement. Si un scientifique échoue à résoudre une énigme, on considère que c'est de sa faute, pas celle du paradigme. Le paradigme lui-même n'est pas remis en question facilement. Il y a toujours des anomalies, des résultats qui collent pas bien, mais on les met de côté. On espère les résoudre plus tard. Mais que se passe-t-il si ces anomalies s'accumulent? Si elles deviennent trop nombreuses, trop gênantes? Alors, selon Kuhn, une crise peut éclater. La confiance dans le paradigme commence à s'effriter. On se met à discuter des fondements, ce qu'on ne faisait plus pendant la période de sciences normales. Des alternatives plus radicales peuvent alors émerger. Et si une de ces alternatives finit par convaincre la communauté? C'est là qu'on a une révolution scientifique. L'ancien paradigme est abandonné au profit d'un nouveau, souvent incompatible avec le précédent. Pense au passage de la vision géocentrique de Ptolémée à la vision héliocentrique de Copernic, Kepler, Galilée et Newton, ou le passage de la physique classique à la relativité et à la mécanique quantique. Ce sont des changements majeurs, des vraies ruptures. Oui, et le point le plus discuté chez Kuhn, c'est son idée d'incommensurabilité entre les paradigmes. Incommensurabilité. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas les comparer. C'est un peu ça l'idée. Kuhn suggère que les partisans de paradigmes rivaux vivent dans des mondes différents, en quelque sorte. Ils n'utilisent pas les mêmes concepts, le phlogistique n'est pas juste de l'oxygène avec un signe moins, la masse d'Einstein n'est pas exactement la masse de Newton, ils ne posent pas les mêmes questions, ils n'ont pas les mêmes standards pour évaluer ce qui est une bonne explication ou une preuve solide. Mais attends, si les standards eux-mêmes changent avec le paradigme, comment peut-on dire objectivement qu'une évolution scientifique constitue un progrès? On risque de tomber dans le relativisme, non? Chaque paradigme serait juste différent, valable dans son propre cadre. C'est la grande critique qu'on a faite à Kuhn, et sa position sur ce point est restée un peu ambiguë. Il ne se considérait pas comme relativiste, mais sa description rend difficile de fonder le progrès scientifique sur des critères purement objectifs et stables. C'est troublant, quand même.
Oui, mais son analyse a eu un impact énorme, car elle a mis en lumière l'importance des facteurs historiques, sociaux et des cadres théoriques dans le développement réel de la science. Ça a obligé à dépasser les visions purement logiques de Popper ou des inductivistes. D'autres ont essayé de faire le lien entre Popper et Kuhn. Oui, Imre Lakatos, par exemple, a proposé la notion de programme de recherche. C'est un peu une tentative de rationaliser l'histoire de Kuhn. Un programme de recherche a un noyau dur, les hypothèses fondamentales qu'on ne touche pas, et une ceinture protectrice d'hypothèses auxiliaires qu'on peut modifier pour faire face aux anomalies. D'accord. Et comment on juge si un programme est bon? Un programme est dit progressif s'il permet de faire des prédictions nouvelles et étonnantes, idéalement confirmées par l'expérience. Il est dégénérant s'il se contente de rafistoler la ceinture protectrice après coup pour expliquer les anomalies, sans rien prédire de neuf. Une révolution scientifique pour Lakatos, c'est le remplacement d'un programme dégénérant par un programme progressif. Ça permet de réintroduire une idée de progrès rationnel. Ok. On voit bien que l'image de la science se complexifie énormément. Ce n'est pas juste une affaire de faits et de logique. L'histoire, les communautés, les cadres de pensée, tout ça joue un rôle. Tout à fait. Et on pourrait même aller plus loin avec Paul Feyerabend qui défend une position encore plus radicale, une sorte d'anarchisme méthodologique. L'anarchisme, carrément. Oui, sa thèse célèbre, c'est « Anything goes », tout est bon. En examinant des épisodes clés, comme la révolution galiléenne, il affirme qu'aucun principe méthodologique universel, induction, falsification, etc., n'a jamais été respecté. Les grands innovateurs, comme Galilée, ont dû violer les règles, utiliser la rhétorique, la propagande, pour faire triompher leurs idées contre le bon sens et les observations de l'époque. Donc, pour Feyerabend, il n'y a pas une méthode scientifique, et imposer une méthode serait même nuisible au progrès. C'est l'idée. Il plaide pour une liberté totale, y compris le droit pour la société de choisir entre la science et d'autres formes de savoir, mythes, magie. C'est évidemment très controversé. On imagine. Chalmers, lui, il se situe où par rapport à tout ça? Il essaie de trouver une voie médiane? Oui, il critique Feyerabend, mais rejette aussi l'idée d'une méthode universelle et ahistorique. Il suggère qu'il y a bien des méthodes et des standards en science, mais qu'ils sont eux-mêmes susceptibles de changer et même de s'améliorer au cours de l'histoire. Les méthodes peuvent changer méthodiquement. Ah, c'est un peu ça. Prenons Galilée à nouveau. Il n'a pas juste dit « croyez mon télescope ». Il a argumenté pour changer un standard de l'époque, la confiance absolue dans l'essence nue pour l'observation astronomique, en montrant par exemple que le télescope donnait des résultats cohérents et permettait de résoudre des problèmes que l'observation à l'œil nu ne pouvait pas traiter, comme la taille apparente des planètes. C'est un changement de méthode, mais argumenté rationnellement à partir de buts partagés. Donc, un changement graduel, pièce par pièce, des théories, des méthodes et même des buts de la science, plutôt qu'une méthode fixe ou le chaos total. Voilà. C'est une vision plus souple, plus historique, qui essaie de rendre compte de la rationalité scientifique sans la figer dans un carcan unique. D'autres approches sont aussi discutées dans le livre, non? J'ai entendu parler de l'approche bayésienne. Oui, brièvement, le bayésianisme utilise le calcul des probabilités pour essayer de modéliser comment la confiance, le degré de croyance d'un scientifique dans une hypothèse, devrait changer à la lumière de nouvelles preuves. C'est basé sur les probabilités subjectives, c'est ça? Souvent, oui, dans sa version la plus courante. Chaque scientifique a ses propres degrés de croyance initiaux et le théorème de Bayes dit comment les mettre à jour rationnellement face aux données. Ça prétend pouvoir gérer des problèmes comme le Dürkheim en voyant quelle hypothèse devient la moins probable ou évaluer le soutien apporté par une prédiction nouvelle. Mais c'est critiqué aussi, j'imagine, pour sa subjectivité. Oui, entre autres. Comment assigner ces probabilités initiales? Est-ce que ça correspond vraiment à la pratique scientifique réelle, qui semble souvent plus qualitative? C'est un outil formel intéressant, mais son application universelle est débattue. Et le nouvel expérimentalisme, ça met l'accent sur quoi? Ça réagit un peu contre la domination de la théorie dans la philosophie des sciences traditionnelles. Les nouveaux expérimentalistes soulignent que l'expérimentation a souvent une vie propre. Les expérimentateurs développent des techniques, établissent des phénomènes robustes, parfois indépendamment des grandes théories. L'expérience d'abord, en quelque sorte. Pas forcément d'abord, mais avec une certaine autonomie. Ils insistent sur les stratégies pratiques pour éliminer les erreurs, pour s'assurer qu'un effet est réel. Contrôle, calibration. Deborah Mayo, par exemple, parle de tests sévères,
Une hypothèse est bien soutenue si elle a passé un test, qu'elle aurait très probablement échoué si elle était fausse. Ça met l'accent sur la fiabilité des résultats expérimentaux. Exactement. Et cette connaissance expérimentale peut s'accumuler et parfois même forcer des changements théoriques majeurs, comme l'effet photoélectrique, qui a été crucial pour la révolution quantique. Mais bien sûr, la théorie reste nécessaire pour interpréter la signification plus large des résultats expérimentaux et pour guider la recherche. On ne peut pas s'en passer complètement. Fascinant. On a aussi abordé la question de savoir ce qu'est une loi scientifique. Est-ce juste une régularité qu'on observe à chaque fois que A, alors B? C'est la vision régulariste héritée de Hume. Une loi, ce serait juste une description d'une conjonction constante. La causalité elle-même ne serait que ça, une régularité observée. Mais ça pose problème, non? Il y a plein de régularités accidentelles. Et les lois scientifiques ont souvent des exceptions dans le monde réel à cause des perturbations. Précisément, si une loi dit tous les métaux se dilatent à la chaleur, mais que ma barre de métal est coincée, elle ne se dilatera pas. La version régulariste doit ajouter plein de clauses si rien n'interfère, ce qui la rend difficile à appliquer hors du laboratoire. Quelle est l'alternative alors? L'alternative, c'est une vision causale ou dispositionnelle. Les lois ne décriraient pas seulement des régularités, mais les pouvoirs, les capacités, les dispositions des choses à agir d'une certaine manière. La gravitation, ce serait le pouvoir qu'ont les masses de s'attirer. Ah, ça expliquerait pourquoi la loi s'applique même si l'effet n'est pas visible à cause d'autres forces agissantes. Le pouvoir est toujours là. C'est l'idée. Ça justifie aussi le besoin d'expérimenter, pour isoler ces pouvoirs et mesurer leurs effets sans interférence. Ça lie loi et causalité de façon plus intuitive. Mais cette vision marche pour toutes les lois? Pas forcément. Certaines lois très fondamentales, comme les lois de conservation, énergie, moment, ou les principes de la thermodynamique, ressemblent plus à des contraintes globales sur ce qui peut arriver, plutôt qu'à la description de pouvoirs causaux spécifiques. Le débat reste ouvert. Et ça nous ramène au débat réalisme contre antiréalisme. Si les lois décrivent des pouvoirs réels, ça penche vers le réalisme, non? Mais la vision dispositionnelle est souvent associée au réalisme scientifique. L'idée que la science vise à décrire la réalité telle qu'elle est, y compris ses structures et entités inobservables, électrons, champs, gènes. L'argument massu du réaliste, c'est le succès de la science. Le miracle des prédictions réussies, de la technologie. Comment expliquer ça si nos théories ne sont pas au moins approximativement vraies? C'est l'argument dit nos miracles. L'antiréaliste répond « attention ». L'histoire est pleine de théories qui ont eu du succès pendant un temps, l'éther, le phlogistique, mais qui se sont révélées fausses sur les entités inobservables qu'elles postulaient. L'induction pessimiste. Voilà. Pour l'antigéaliste, ou l'empiriste constructif, comme Bas von Frassen, le but de la science n'est pas la vérité sur l'inobservable, mais l'adéquation empirique, que la théorie rende compte correctement de tout ce qui est observable. Les théories sont des outils pour prédire et organiser les phénomènes observables. Ce qu'elles disent sur l'inobservable, c'est une aide, une fiction utile peut-être, mais on n'a pas à y croire. Mais la distinction entre observable et inobservable, elle est si claire. Un microbe vu au microscope, c'est observable ou pas? C'est une des critiques faites à l'antiréalisme. La frontière est floue et dépend de nos instruments, qui eux-mêmes sont basés sur des théories. C'est un débat très riche et encore très actif. Et y a-t-il des tentatives de compromis? Tu as mentionné le réalisme structurel. Oui, c'est une idée intéressante. Peut-être que ce qui survit aux révolutions scientifiques, ce ne sont pas les images ou les entités, l'éther disparaît, mais la structure mathématique des relations décrites par les théories. Les équations de l'optique de Fresnel, par exemple, ont été conservées par Maxwell, même s'il a complètement changé l'interprétation de ce qu'étaient les ondes lumineuses. La science décrirait de mieux en mieux la structure relationnelle du monde, même si nos images de ce qui peuple cette structure changent. C'est une piste pour concilier le succès de la science avec le constat des changements théoriques radicaux dans l'histoire. Ça suggère une forme de réalisme plus modeste, moins attaché aux ontologies spécifiques de nos théories actuelles. Eh bien, on est parti de l'image simple du scientifique qui collecte des faits, et on arrive à des débats vraiment profonds sur la logique, l'histoire, la méthode, la réalité elle-même. C'est loin d'être simple. Qu'est-ce que la science? C'est exactement ça. Ce que montre bien le livre de Chalmers, c'est qu'il n'y a pas une réponse simple et unique. La science est une entreprise humaine, incroyablement complexe, dynamique, qui mêle observation rigoureuse, logique, créativité débridée, débat acharné,
influence sociale et historique, et une réflexion philosophique constante sur ses propres fondements, ses méthodes et ses buts. Du coup, après tout ça, on ne voit plus la science tout à fait de la même manière, c'est sûr. Ce n'est pas une machine infaillible à produire des vérités gravées dans le marbre. C'est plutôt un processus? Un processus continu d'exploration, d'interrogation, d'autocorrection, on l'espère, hein, mais un processus qui avance aussi à travers des doutes, des controverses, des changements de direction, et sans garantie d'une méthode universelle unique qui marcherait à tous les coups. C'est une vision plus nuancée, peut-être moins confortable pour certains? Moins confortable peut-être, mais sans doute plus proche de ce qu'est réellement la recherche scientifique, avec ses succès éclatants et ses tâtonnements. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une question pour y réfléchir. Si la science elle-même est si complexe à définir, si son fonctionnement interne, ses méthodes font l'objet de tant de débats même parmi les experts et les philosophes, comment est-ce que ça devrait influencer notre propre rapport aux connaissances scientifiques qu'on rencontre tous les jours? Hmm. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être plus sceptique face à tout, ou au contraire avoir encore plus confiance dans ce processus critique, même s'il est compliqué? Ou peut-être simplement être plus conscient que derrière chaque fait scientifique qu'on nous présente, il y a toute une histoire, un cadre, des choix méthodologiques, et parfois même une philosophie qui n'est pas toujours explicite. Qu'est-ce que ça change pour nous, au fond? C'est une excellente question en effet. Comprendre un peu mieux comment la science fonctionne avec ses forces et ses limites, ce n'est pas forcément pour la rejeter, loin de là. C'est peut-être pour mieux apprécier ce qu'elle peut nous apporter, tout en gardant un regard critique et informé. Une bonne base pour continuer la réflexion.